Deuxième sujet du coup de la table ronde, les synergies SEO-SEA. Voici un petit peu donc, le programme, donc les types de synergies à exploiter, qu'est-ce que ça apporte en fait au niveau de la data et qui va piloter ce projet. Pour cette table ronde, je suis accompagné de Paul et Bintou, que je vais laisser se présenter aussi. Alors, donc moi, c'est Bintou Mariko, je suis manager de transition en e-commerce digital et je suis aussi consultante parfois. Et donc, j'ai une carrière de 20 ans dans le digital, dont la moitié chez Groupama, donc j'ai des anciens collègues qui sont là. et voilà, j'ai commencé ma carrière alors, dans les télécoms, mais après dans des agences SEO, quand j'étais encore jeune. Donc, avec Marie, qui est là notamment, on a travaillé dans une vieille agence SEO qui s'appelle référencement.com. Et moi, le SEO, c'est resté mon dada, même si je suis moins sur des sujets opérationnels. C'est vraiment mon levier de cœur que j'adore et que voilà. Donc, à toi. Du coup, Paul Jean-Mogin, j'en connais quelques-uns d'entre vous parce que je peux travailler avec vous aujourd'hui chez IFEN. Du coup, ça fait plaisir de voir tout ce monde aujourd'hui. Du coup, moi, je travaille en agence en fait, depuis que j'ai commencé du coup, dans le monde du SEO, où je suis arrivé un peu par hasard. Et, j'ai fait un peu de tout en agence avec des thématiques plus ou moins confidentielles, des fois sur du grand compte, en régie, etc. Donc voilà, donc, très content d'être ici et de pouvoir intervenir là-dessus. Et donc, aujourd'hui, synergie SEO et SEA. Pourquoi il faudrait créer une synergie entre ces deux leviers-là, à votre avis? À vous la parole. Par où est-ce qu'on peut commencer? Tu veux commencer, Bintou, ou pas? Alors peut-être si tu veux très rapidement. Alors moi, à mon époque, en tout cas en 2006, quand j'étais chez Nouvelles Frontières, je suis arrivée sur un poste qui était un poste de responsable SEM, donc Search Engine Marketing. Et en fait, dans mon périmètre, on ne dissociait pas tout à fait le SEO et le SIA. Justement, j'avais en charge de développer la visibilité de Nouvelles Frontières sur les moteurs de recherche. Et donc, c'était ensuite à moi et à l'équipe plus tard de décider de comment on répartit entre SEO et SIA, qu'est-ce qu'on travaille entre SEO et SIA. Donc, ils étaient déjà un peu précurseurs dans cette synergie SEO et SIA dans le recrutement. Voilà. Parce qu'il faut le voir juste de façon globale, moteur de recherche. Et de mon côté, j'ai été confronté au SIA. Moi, je me souviens, j'ai eu quelques fois des intervenants en SEO dans mes études. Et souvent, le SIA, ça se résumait lors du SEO à une slide où on disait, voilà, on partage quelque chose, c'est la SERP avec les résultats SIA en haut et les résultats SEO en haut. Après, comme certains d'entre vous, peut-être qui ont fait du marketing, j'ai passé la certification en 2017, je ne me souviens plus trop. Et je me suis réintéressé sur le sujet parce que je me suis rendu compte aujourd'hui, en fait, le SIA a beaucoup d'infos qu'aujourd'hui, en SEO, on n'a pas, et peut-être inversement. Et du coup, c'était ça tout l'enjeu aujourd'hui, d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut aller chercher un peu, aller m'intéresser un peu à ce qui se passe en SIA pour essayer de l'appliquer en SEO. Et de l'autre côté, ça a intéressé pas mal de fois plusieurs intervenants SIA que j'avais en face de moi qui me disaient c'est intéressant, qu'est-ce que vous faites en SEO, comment est-ce qu'on peut l'appliquer, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Et en fait, c'est surtout un sujet qui est porté des fois par l'agence SEO, des fois porté par typiquement chez l'annonceur ou côté agence SIA. Et du coup, c'est peut-être aussi ça dont on aimerait parler aujourd'hui sur comment on organise cette synergie. Et donc, la synergie, pourquoi on l'a créée à la base? C'est pour une logique de visibilité. En fait. Tout à fait, sur les moteurs de recherche. Donc, c'est une logique de visibilité, en effet, d'une marque, des produits de la marque. Donc, on va avoir le SIA sur lequel, là, je ne vais rien vous apprendre, mais on va être sur de l'intentionniste, on va être sur des requêtes où l'achat va être quasi immédiat sur du SIA. Quand sur du SEO, on va souvent être quand même sur de la longue traîne, on va être dans un premier temps en train de chercher des informations, on est en train de réfléchir, de comparer, et ensuite on va venir acheter. Donc c'est là où on va peut-être en parler, où il y a une synergie ou en tout cas une segmentation qui va se mettre en place entre qu'est-ce que je travaille sur mon SIA, qu'est-ce que je travaille sur mon SEO. Oui, et souvent en SEO, on voit souvent le SIA beaucoup plus, comme tu disais, sur des SERP où on va être très commercial et sur l'informationnel un peu moins. En SIA SEO, on a aussi pas mal de... Je sais qu'en SIA, il y a toujours la problématique de mon concurrent achète des requêtes sur ma marque, je vois, ce genre de choses. Donc, il y a aussi tout cet aspect de qui est présent sur la marque de qui et sur notre marque. Et très intéressant de ce côté-là d'aller regarder aussi qu'est-ce qui se passe en SEO, parce qu'en SEO, on a une vue un peu complète de tout ce qui peut être
en termes de requêtes présents sur la marque, des choses très obscures, avec des caractères en SEO alphanumérique, où il y a des gens qui cherchent en russe, qui tombent sur le Google FR. C'est très intéressant d'aller voir plus concrètement, avec votre marque, qu'est-ce qui se passe en fait en SEO. En SEA, pourquoi vous allez sur certaines requêtes marques et pas d'autres, etc. Et c'est un enjeu qu'on voit assez souvent. Donc, la data. Et data, je peux en parler un tout petit peu, mais aujourd'hui, du coup, les outils sont de plus en plus développés pour aller chercher du coup la donnée SEA et la rapprocher à la donnée SEO. Et pour très vite en parler, parce qu'après on pourra en parler peut-être un peu plus longuement, mais le SEO, c'est beaucoup de données sur des segments très intéressants, sur une page, un mot-clé, etc. En SEA, pareil. Et souvent, le SEA, ce qu'il a de plus avec le SEO, pardon, c'est qu'il travaille beaucoup avec les données analytics sur des sujets de conversion qu'on amène aussi en SEO, mais quand même beaucoup moins. Et ces sujets de conversion, c'est des sujets du coup analytics. Et ces sujets analytics, c'est aussi un travail sur là où le persona va peut-être plus travailler que le SEO historiquement sur des personas, sur un comportement d'achat, comme tu disais, sur tous ces points d'attention qu'en SEO, on a plus une strate où on va être côté trafic, côté position, mais on aimerait aussi rajouter cette brique conversion qu'on retrouve beaucoup plus en SEM. Donc, pourquoi en fait créer une synergie? Parce que derrière, il y a des bénéfices du coup à aller chercher. Donc, ce serait quoi en fait ces bénéfices-là? Donc, on peut intégrer du coup la data aussi. SEO, SEA et data finalement. Donc, ce serait quoi en fait les bénéfices qu'on pourrait aller chercher dans tout ça? Et pourquoi on combine en fait ces deux leviers-là? Pourquoi il ne faut pas les scinder? Alors, vas-y Paul. Non, moi j'ai un gros sujet. J'aime beaucoup en fait intégrer je m'y suis intéressé du coup. Ça fait une petite année où j'intègre beaucoup le SEA en fait dans ce que j'essaye de comprendre en SEO de ce qui se passe. Et pourquoi est-ce que j'ai eu cette démarche en fait? C'est tout simplement qu'aujourd'hui en SEO on a beaucoup de données sur des mots-clés, des volumes de recherche, etc. Côté du coup annonceur, on va avoir du coup cette donnée de conversion de qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et des fois, on n'a pas cette réunion des deux parce que on n'est pas sur un e-commerce, donc on n'a pas forcément un produit phare sur lequel on marche plus. On est peut-être sur d'autres thématiques où c'est plus compliqué d'aller savoir qu'est-ce qui serait intéressant d'aller travailler en SEO, qu'est-ce qui est peut-être même, je vais le dire, rentable d'aller travailler en SEO. Et du coup, aller amener cette couche SEA, ça va être hyper intéressant parce qu'on a des choses en commun, comme je disais avant, sur les mots-clés. Aujourd'hui, le SEA il va acheter des mots-clés. Ces mots-clés ils sont sur des segments, marque, hors marque, sur un univers. Et du coup, là-dessus, on peut aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau CPC. Parce qu'en SEA, on va avoir des stratégies, du coup, je pense que les experts SEA pourront mieux en parler que moi, mais de visibilité, de notoriété, de conversion. Et du coup, sur les objectifs de conversion, il y a plus ou moins de l'argent qui passe là-dedans, du coup, un ROI qui passe. Et aujourd'hui, en SEO, ça nous permet d'aller chercher l'information sur qu'est-ce qui, en termes de thématique, est intéressant à aller travailler, qu'est-ce qu'on peut laisser de côté dans un second plan. Oui, non, pour moi, voilà, dans les avantages aussi, il y a en effet comment je vais rationaliser mon budget. Donc, il y a toute une démarche qu'on va suivre quand on décide de mettre en place un projet de SEO, de synergie SEO-SIA. C'est d'abord regarder en fait tous les mots-clés qu'on a SIA qui convertissent, qui ont un bon taux de clic. Et regarder la même chose côté SEO. On va les rapprocher, on va voir ce qu'on a en commun. Ce qu'on a en commun, quel parti pris on fait entre les deux. Est-ce que j'ai des mots-clés en SIA qui ont un CPC aujourd'hui très élevé et j'ai les mêmes en SEO où je suis très bien positionnée, tant mieux, ou peut-être je suis en 5e position, etc. Et là, je vais me dire, pour aller optimiser mon CPC, je vais un peu plus travailler ces mots-clés-là en SEO parce que je ne suis pas très loin dans le classement pour remonter et ensuite me positionner en SIA sur des moments stratégiques de la journée, en fonction de là où j'ai le maximum de conversion. Donc, ça va me permettre de désinvestir en SIA sur des moments parce que j'ai travaillé mon SEO sur ces mots-clés-là où je n'étais pas très loin dans le positionnement. Ce qu'on peut aussi tirer comme avantage, c'est sur le SEO, comme je le disais tout à l'heure, on a la longue traîne. Et cette longue traîne, on ne va pas tout le temps la toucher en SIA, c'est quand même un peu plus compliqué. Et donc, je vais aussi regarder ces mots-clés-là, les identifier, donc les mots sur lesquels je vais avoir en fonction de mon objectif. Si on est sur un site e-commerce, par exemple, sur lesquels je vais avoir pas un bon ROI, mais un bon taux de transfo. Ces mots-clés-là, je peux aussi décider de les acheter en SIA, où ils vont me coûter pas cher du tout parce que c'est de la longue traîne et que j'ai pas beaucoup de concurrence là-dessus.
C'est un équilibrage en fait. C'est un équilibre et ensuite voilà, on s'auto-alimente des deux, quoi. Bon, après, on peut aller au niveau des annonces aussi et des landing pages où clairement, on peut là aussi trouver des synergies entre les deux leviers. Justement, ça entraîne peut-être justement la deuxième partie, un peu les types de synergies. Qu'est-ce qu'on peut en fait créer entre le SEO et les SEA? Donc, tu en as déjà plus ou moins un peu parlé, toutes les choses qui se rejoignent. Concrètement, du coup, ça se matérialise comment d'un point de vue plus stratégique? Moi, je veux bien en parler sur le Quality Score, par exemple. C'est quelque chose que je n'avais pas vraiment très regardé en SEO. Vu qu'on est peut-être moins au fait sur qu'est-ce qui est important au SIA, j'avais un peu laissé ça de côté jusqu'à ce que je me rende compte que c'est quand même un indicateur hyper intéressant entre une cohérence du mot-clé, de l'annonce et de l'URL et du contenu. Et aussi, Google pondère dedans aussi ce qui est attendu par l'utilisateur de est-ce que c'est la bonne... Alors je ne sais plus quel est le vocabulaire exact qu'il utilise, mais il y a quand même cette notion de on est pertinent sur l'annonce, on est pertinent sur le mot-clé, on est pertinent par rapport à l'attente en fait de la personne. Et du coup, ça devient une notion qui est très intéressante à ramener en SEO parce qu'on dit tout le temps, voilà, il y a cette notion d'UX, cette notion de répondre à l'intention utilisateur. Et du coup, utiliser ça comme levier pour aller construire des pages, pour mieux comprendre quelle est l'intention, notamment sur tout ce qui est requête du coup, avec intention d'achat, ou en SEO, on a envie d'être positionné là-dessus, où ça va être intéressant. Et essayer de prendre des bonnes pratiques d'un peu partout, et du SIA du coup. C'est un peu une confirmation en fait, de la réponse à l'intention de recherche au final. C'est ça, et surtout dans des sujets où en SIA, des fois, on va avoir des landing pages qui ne vont pas être celles du SEO, carrément des fois sur un autre site ou sous-domaine, qui ne vont pas du tout être exploitées de manière organique. Et du coup, c'est malheureusement, en fait, il y a toujours encore cette petite frontière de, on sait qu'il y a des bonnes pratiques en SIA qui ne sont même pas utilisées en SEO sur la conversion. Alors des fois, il va y avoir des enjeux techniques où on ne va pas pouvoir le mettre en place, mais des fois, ça va être par exemple juste la copy marketing qu'on a derrière, qui n'est pas exploitée en fait en SEO. On va plutôt se concentrer sur un sémantique, un signifié, pour dire, voilà, on rank là-dessus. Mais sur le discours marketing derrière, qui permet de convertir, on a peut-être un peu moins ici d'expérience côté SEO. Oui, clairement, sur les landing pages, il y a des synergies vraiment. Non, j'avais un exemple en tête, c'est ça qui me fait sourire, mais je ne vais pas le donner parce qu'il date un petit peu. Mais clairement, il y a des synergies à faire sur les landing pages. Donc, j'ai parlé de cet audit-là, en fait, où on va vraiment rapprocher toutes nos données SEO, SIA. Ça va être le point de départ de ce type de stratégie. Et dans cette analyse qu'on va faire, on a l'analyse aussi des landing pages. Et très souvent, on va se rendre compte que souvent, on est quand même obsédé sur le SIA, d'être sur des landing pages hyper simples où on va droit au but. Mais on peut se rendre compte aussi que la landing page SEO, qui est un peu plus bavarde, elle peut transformer mieux parfois, plus qu'une landing page un peu épurée qu'on a créée spécifiquement pour le SIA. Et donc, ça vaut le coup aussi également d'aller tester ces deux landing pages-là en SIA et éventuellement de basculer en fait sa landing page SIA classique sur du SEO. Et donc être sur une landing page unique sur le même mot-clé sur les deux leviers. Donc ça, c'est des conclusions qui sont un peu surprenantes et qui peuvent, qu'on peut trouver sur ce type de synergie. En fait, les deux leviers se nourrissent l'un et l'autre, j'ai l'impression. Moi, je pense vraiment, c'est ce que je disais sur mon expérience, par exemple, chez Nouvelle Frontière, où le SEO et le SIA, c'était vraiment globalisé. En fait, on travaillait les deux en synergie, on réfléchissait tout le temps double levier. Et même le budget, en fait, on n'avait pas un budget SEO fixe à l'année. On avait un budget donc, de search marketing. Et au fil de l'année, on décidait, plus dans l'autre sens, de basculer pas mal de budget SEO vers le SEO. Parce qu'on se rendait compte qu'avec la mise en place de cette stratégie SEO-SIA, on désinvestissait un peu plus sur des mots-clés comme séjour Maroc ou voyage Tunisie ou séjour au ski. C'est des mots-clés qui sont encore présents là et sur lesquels on a désinvesti en SIA pour basculer sur le SEO parce qu'on les a travaillés mieux dans le cadre de la synergie. Et sur certains mots-clés, en fait, quand on parle de synergie, on peut parler aussi de double positionnement. C'est-à-dire qu'en gros, je prends par exemple voyage Tunisie, qui doit être un gros mot-clé, hyper concurrentiel. Donc là, je pense que la présence en SIA, elle est obligatoire. Nous, on n'a jamais coupé. C'est pour ça que je parle de désinvestissement. Voilà. En fait, on n'a jamais coupé complètement un mot-clé. Voilà. On enchérissait moins, en fait. On était d'accord d'enchérir moins, donc de faire des économies parce qu'on savait qu'on avait déjà de bonnes positions en SEO. Le SEO, en fait, derrière. Exactement. Et par contre, il y avait des moments un peu stratégiques où on se repositionnait en SEO sur le mot-clé.
Et peut-être il y avait peut-être la notion de remarketing aussi qui vient dessus. C'est Alors. que ton SIA arrive en fait en first click. Oui. Et derrière, en fait, tu peux après refaire du remarketing qui va te permettre aussi de réduire ton budget derrière. Exactement, tout à fait. Et d'ailleurs, en parlant de ça, c'est intéressant aussi quand vous allez faire cet audit-là, SEO, SIA, de regarder les combinaisons des leviers. Parce qu'on voit souvent quand même, quand on regarde dans les rapports d'analyse, notamment sur Google Analytics par exemple, on constate que souvent les chemins combinent SEO, SIA. Donc ça aussi, c'est intéressant de le regarder dans le cadre de l'analyse pour pouvoir orienter en fonction des mots-clés, pour pouvoir orienter votre stratégie sur les deux leviers. Pour rebondir là-dessus aussi, sur le parcours d'achat, on va être SEO, SIA. Il faut aussi penser que, au terme d'usage aussi, on va être desktop, mobile en fait, tout simplement. Et qu'aujourd'hui, même Google, lui, alors c'est pas s'avouer vaincu, mais lui-même dit que c'est un peu difficile à comprendre ce qui se passe entre on commence le parcours et à la fin l'intention d'achat, la conversion. Il appelle ça le messy middle. Donc je vous invite aussi à regarder un peu cette notion et ils ont sorti un développement là-dessus du coup vers 2021, je crois, qui est très intéressant, qui explique que aujourd'hui aller avoir ce double parcours en fait sur la SERP est intéressant parce qu'aujourd'hui la notion d'attribution est de plus en plus compliquée en fait à avoir une valeur absolue dessus de on ne peut pas vraiment dire avec certitude qu'il n'y a que le SEO, que le SIA. En fait, il suffit de se regarder en tant qu'être humain, en fait, globalement, entre on n'a pas le besoin d'acheter et jusqu'à qu'on achète, il y a quand même un parcours et une réflexion qui n'est pas juste je vais sur Internet, j'ouvre Google, je tape mon mot-clé et je convertis. C'est quelque chose de beaucoup plus construit. Et en fait, je vais prendre notamment l'exemple en B2B, où ça va être un parcours vraiment beaucoup plus long, mature de parcours d'achat. C'est quelque chose qu'on va beaucoup utiliser, de être présent sur tous les points en fait, de la user journey, comme ils appellent, pour essayer d'être là un maximum de contact, être présent en termes de notoriété, en termes de offline, online, sur le search. Et ça touche aussi, au-delà du canal Google, le canal Google Images, le canal YouTube et tous ces éléments qu'on peut voir. Et aujourd'hui même, on retrouve sur les SERP du YouTube, du TikTok, je pense notamment tout ce qui est informationnel, ça va être très vite, on a de plus en plus de vidéos qui apparaissent. Et c'est hyper intéressant en fait, d'aller aujourd'hui, au-delà du format d'être juste présent sur du contenu, être présent aussi sur de la vidéo et ce type de nouveaux usages. On pourra en parler, je crois qu'il y a une table ronde là-dessus. Et ouais, il y en a là-dedans. Eh bien, ça fait une transition parfaite sur la data. Et la data dans tout ça? Alors, je sais que Paul adore la data, donc je te laisse l'honneur. Il y a une chose intéressante aujourd'hui en termes de data, c'est que Google essaie de plus en plus de pousser vers ce sujet-là pour les annonceurs. On sait que par exemple, ils mettent en accès pour la Search Console du coup, le connecteur natif pour BigQuery. Donc BigQuery, qu'est-ce que c'est? Pour le dire très vite, c'est leur outil qui leur permet en gros de base de données, qui permet d'accéder à des millions et des millions de lignes et de pouvoir faire des analyses avec ce qu'on appelle le SQL, du coup un langage de requête pour aller très vite faire des analyses. Et on l'observe en fait. En SEO, on va avoir énormément de points d'information. Je vais avoir une information sur le segment du mot-clé, sur la date, sur la page, sur le pays, sur tout ce que vous voulez. Il y a également sur les formats d'usage. Est-ce que c'est une apparence FAQ aussi? Des fois, ça peut arriver. Google peut nous donner l'information. Nous donne également aussi cette information de est-ce que c'est sur Google Images que vous êtes apparu? Est-ce que c'est, et là, c'est un sujet aussi hyper intéressant, est-ce que c'est sur Discover que vous êtes apparu, notamment des fois quand les contenus informationnels, on a envie qu'ils aillent sur Discover parce qu'on sait que ça peut très vite être une machine à clics où on peut faire du jour au lendemain des 100 000 clics avec un article qui apparaît sur Discover parce qu'il est là au bon moment, à un endroit intéressant pour votre utilisateur. Donc on va avoir plein de points de données de ce côté-là. Et côté SIA. Discover, ça vous parle à tous peut-être? Ah oui, je suis allé un peu vite. Discover, c'est quand vous ouvrez aujourd'hui sur mobile un navigateur ou l'application Google. C'est les actualités qui vous poussent directement. Vous avez un flux d'actualités. C'est Discover, un peu le nouveau Google Actu. Enfin, les deux sont plus ou moins un peu liés, plus ou moins, mais c'est votre page d'actu. Si vous êtes sur Android, vous avez fait le bon choix et vous avez aussi la page d'accueil du coup. Vous avez la page d'accueil du coup de Google que vous avez. Alors suivant, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà. C'est la page d'accueil de l'appli Google en réalité. Ouais. Exactement. Et je vais arrêter de monopoliser. Je vais juste parler vite fait des données SIA qu'on a. Aujourd'hui, en SIA, il y a un connecteur natif du coup Google Ads, Search Ads sur du coup BigQuery aussi.
Et là, c'est, j'ai envie de dire, la boîte de Pandore, parce que vous avez environ 120 tableaux de données différents qui viennent tous les jours alimenter votre base de données. Du coup, on va parler pourquoi ils font 120 tables différentes, parce qu'en fait, c'est 120 tables qui sont sur des données très spécifiques. On va avoir, j'en parlais avant, du quality score au niveau du mot-clé. On va avoir les search terms, du coup, qui vont être sur quoi vous vous positionnez plutôt que sur quoi vous faites l'enchère. Vous allez avoir toutes les données démographiques. Vous allez avoir, est-ce que vous êtes apparu en vidéo, qui est apparu aussi avec vous en termes d'impression, est-ce que vous avez eu le premier clic, est-ce que vous étiez premier, est-ce que vous avez investi assez. Et aussi des données hyper importantes que nous, on souhaite comprendre en SEO, les données de CPC, de coûts et de revenus, qu'en fait, aujourd'hui, on peut aller rattacher à un mot-clé ou une URL qui nous permet après d'aller rattacher au SEO pour essayer de comprendre globalement sur ce silo de mon site, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est plus ou moins rentable d'aller le travailler, est-ce que c'est ça qui va me ramener un ROI en fait, sur ma strat à l'année, est-ce que c'est ça que j'investis. Et du coup, plein de données très intéressantes. Et Ouais, je voulais juste compléter là-dessus. Donc, donc, tu parlais de BigQuery. Voilà, donc, ça peut-être, pour certaines personnes, ça peut être peut-être un peu trop technique sur les connexions, mais juste donner un élément basique, peut-être que vous le faites déjà, mais au moins, la base, c'est de connecter votre Google Ads, votre Search Console à votre compte Google Analytics. Donc, avoir déjà ce premier niveau de centraliser ces données-là au même endroit, ça peut être un bon point de départ pour une bonne synergie SEO-SIA. Et ce que disait Paul aussi, ça va permettre, si vous faites un audit, l'audit dont je parlais, c'est vraiment pour moi le début de l'histoire, sur le rapprochement des données. Donc ce qu'expliquait Paul, ça vous permet quand même d'aller beaucoup plus vite que de faire un rapprochement avec des fichiers Excel où ça va prendre un peu plus de temps. En fait, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup en code, c'est avoir une manière agnostique de voir la chose, c'est-à-dire ce n'est pas ce qu'il y a comme données qui est importante, c'est le traitement en fait. Et du coup, vos données arrivent sur BigQuery, le traitement est automatique et arrive sur un Google Sheets, un Excel en ligne. Ça, je suis moins à l'aise avec, ou avec... je crois que le Microsoft BI, peut-être qu'il y a des gens qui sont sur... Enfin, je pense qu'il y en a plus d'un qui sont là-dessus, sur les outils qui sont un peu les équivalences Microsoft, mais c'est là où ça va être intéressant, c'est de tout ce processus-là, c'est d'éviter qu'on y passe trop de temps. Une fois qu'on a fait une analyse, elle apparaît directement et elle est mise à jour automatiquement. On n'a pas forcément besoin d'aller consacrer plus de temps, ou bien essayer de séparer... la récolte de la donnée, le traitement, de l'analyse au final. Et en fait, c'est ça aujourd'hui qui devient aussi un enjeu, c'est qu'on a, alors ça fait plusieurs années qu'on en parle, mais il y a de plus en plus de données en fait, qui apparaissent, qu'on essaye de croiser, qui sont compliquées à croiser en fait. On va passer 1 heure sur Excel à essayer de faire une jointure qui est un peu compliquée, alors qu'aujourd'hui, on peut le faire de façon plutôt systématique, plutôt propre avec du code, pour après avoir toujours un tableau de données qui soit cohérent. On peut retrouver du SEO, du SIA par exemple. Quelle est votre double visibilité sur un mot-clé? Combien vous avez fait d'impressions sur ce mot-clé en SEO ce jour-là? Combien vous avez fait en SIA avec votre enchère en exact? Parce que je pense que si vous faites du broad ou sur une autre tactique SIA, ça n'a peut-être pas grand sens d'avoir justement cette comparaison SEO-SIA, mais on trouve des lieux communs en fait, entre SEO et SIA à aller mettre les données ensemble. Et aujourd'hui, tu as aussi beaucoup plus d'outils qui te permettent de modéliser tout ça. Parce que tu as l'étape d'après. C'est-à-dire qu'en gros, là, tu as tout mis sur un tableau, tu as toutes tes données. En fait, aujourd'hui, on peut parler de Looker Studio, par exemple. Looker Studio, donc anciennement Data Studio. Paul, je te laisse enchaîner sur Looker Studio. Vas-y. Non, mais voilà, en fait, ce qui est intéressant avec Looker, c'est surtout au-delà du fait que ça soit un outil de data viz, c'est qu'il soit directement intégré à la solution de Google, en fait, et c'est surtout ça qui pousse. Pourquoi est-ce qu'ils font ce travail-là? C'est qu'ils ont un peu perdu la course quand ils ont commencé le cloud computing, parce qu'il y avait AWS qui était là depuis très longtemps, qui était une des parties les plus profitables d'Amazon. Et du coup, Google s'est dit, mince, je suis en retard. Ils commencent à créer leur data warehouse avec BigQuery. Et en fait, dans l'écosystème, j'ai envie de dire, marketing, il y a effectivement un segment ici pour Google. Et c'est pour ça que c'est intéressant pour eux de mettre à disposition ce genre d'outils. Et notamment en termes de data viz, allez très facilement pouvoir accéder en ligne avec un lien que votre consultant vous envoie. Moi, j'ai une question du coup pour toi, Paul. Je ne sais pas si les personnes qui pilotent le SEO ou le SIA qui sont là et qui ne sont pas forcément très data,
à quel profil ils peuvent faire appel en fait autour d'eux pour travailler justement sur ces rapprochements-là via BigQuery ou via un Looker. Ou voilà, ou quelle agence, je ne sais pas, mais comment ils peuvent... Moi, je vais être très honnête, je vais parler de mon parcours. Alors, 5 secondes. J'ai jamais appris formellement à coder. Et en fait, j'ai commencé à coder parce que j'avais un projet de faire quelque chose. Et du coup, j'ai beau m'être cassé la tête pendant des heures. En fait, vu que je savais ce que je voulais avoir à la fin, j'avais un but pour m'embêter à apprendre ça. Et j'ai fini par apprendre le code. Aujourd'hui, avec ChatGPT, c'est pour ça que j'en parle, en fait, il n'y a pas besoin de forcément tout savoir en code. Il y a ce qu'on va appeler, alors il y a Silvio dans la salle, désolé, je t'en parle, mais il y a du pseudo-code, en fait, il va avoir une façon de juste dire, ben voilà, essayer d'avoir un langage, j'ai envie de dire, programmatique, procédural, en disant à l'IA, j'aimerais que tu prennes ça, que tu fasses comme ça, que tu fasses comme ci. Alors globalement, peut-être que vous allez faire des erreurs dans vos instructions, mais maintenant, du coup, utiliser ce qu'on appelle du coup le SQL pour aller requêter vos données, c'est devenu de plus en plus accessible. Et en plus, il y a de plus en plus d'outils qui, justement, vous aident à construire cette requête SQL pour sélectionne-moi la somme des clics sur telle page, à telle date, et qui vous permet après d'avoir votre histogramme de clics qui est monté ou qui est descendu. Et si j'ai envie d'aller encore plus loin, c'est de plus en plus facile d'utiliser d'autres outils. Par exemple, il y a eu toute cette vague IA là, depuis quelques années. Avant l'IA, on parlait de machine learning beaucoup aussi. Et aujourd'hui, c'est devenu hyper accessible parce que les modèles sont de plus en plus poussés, aboutis. C'est notre table ronde d'ailleurs après. Mais qui vous permet en fait, et j'y viens, et c'est un sujet hyper intéressant, de faire un forecast en fait, basé sur qu'est-ce qui s'est passé l'an dernier en termes de clics. Et il vous dit, il comprend le pattern tout seul. Enfin, vous avez vu comment l'IA peut vous dire tout et n'importe quoi sur un sujet. Mais du coup, ils peuvent comprendre aussi une courbe de données comme vous, que va y avoir des semaines où, je sais pas, le week-end, vous allez avoir moins de trafic, en semaine plus de trafic, et vous permettre de construire un forecast sur l'année 2025. Donc, en conclusion, sur ce sujet-là, c'est qu'il faut qu'ils apprennent avec l'IA, du coup, à créer leurs requêtes. En fait, sinon, ils font appel à toi. J'ai envie de dire, en fait, il y a beaucoup de... Ma conclusion, c'est oui, vous pouvez faire appel à un expert, il n'y a pas de souci. Mais en fait, il y a tellement de ressources aujourd'hui sur Internet pour aller apprendre ce sujet-là, pour essayer de s'accoutumer à ça. Alors, je ne dis pas que ça ne va pas être quelques heures à vous tirer les cheveux parce que vous avez oublié une virgule. Je ne dis que ça sera peut-être ça. Mais en tout cas, c'est devenu accessible. Et pour les choses les plus basiques, mais qui peuvent toutefois être impressionnantes, c'est-à-dire, si vous avez un gros site avec des millions de points de données, aujourd'hui, vous pouvez la requêter avec 3 lignes. Moi, je trouve ça incroyable. Peut-être juste pour terminer, deux dernières questions qu'on voulait aborder dans cette table ronde-là. C'est l'impact un petit peu au niveau du RGPD, parce que Paul, tu as parlé évidemment de Google qui accumulait toutes ces données-là. Et en France, on est aussi très protégé par rapport à ça. On en parlera peut-être aussi tout à l'heure avec les moteurs IA, mais on est très protégé en France, dans l'Union européenne, avec justement cette accumulation de données-là. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter dessus ? Comment on se protège ? Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui sur ce niveau-là ? Alors moi, je n'ai pas d'avis. On en a parlé avec Paul hier ou avant-hier, je ne sais plus. Mais sur ce sujet-là, je n'ai absolument aucun avis. Donc, Google met des choses en place, en tout cas. Oui, alors de ce côté-là, oui. Mais côté annonceur, je pense qu'il y a juste deux sujets. Ouais. C'est à qui appartiennent les données et ce que vous en faites globalement. Alors aujourd'hui, c'est assez... je ne sais pas forcément le mot sanitisé, c'est-à-dire ça va être très dur d'aller trouver des données personnelles dans les données de Google, mais fut un temps, dans Google Analytics, si vous avez mis les yeux dedans, je pense avant 2020, quelque chose comme ça, on retrouvait des adresses mail dans les URL et des mots de passe, ce genre de choses, et on en voit encore, donc il faut faire juste un peu attention quand on manipule ces données, et sur certaines problématiques à grande échelle, c'est avec qui vous les partagez, etc. Donc là-dessus, il y a peut-être un enjeu de vie privée, qui est toujours important, de RGPD, etc. Qui est global, marketing digital de toute façon. Mais globalement, si c'est du SEO, je vous rassure, il n'y a pas de problème. Par contre, en SIA, vous allez avoir des données de conversion et toujours bien anonymisées, etc. Mais normalement, la plupart de vos outils Analytics, d'ailleurs, Adobe Analytics, je crois que c'était hier, est RGPD compliant avec la CNIL qui l'autorise à justement faire ce qu'ils appellent du cookie-less, je crois. Je n'ai pas le vocabulaire tout à fait exact, mais en gros, de pouvoir prendre la mesure sans le consentement. Donc, c'est quand même assez fou, quoi.
Et dernière petite question par rapport à l'organisation dans une équipe. Je pense que bientôt tu pourras plus qui prend l'initiative de cette synergie-là? Comment elle se matérialise? Comment on empêche le cloisonnement vis-à-vis de l'organisation? Juste avant de répondre à cette question, je voulais parler de KPI final parce qu'on n'en a pas parlé en fait. Donc une fois qu'on a mis en place cette synergie, comment on mesure après que ça a été efficace ou pas. Donc ça serait une fois de plus d'avoir une vision globale pour moi du CTR, donc mesurer un petit peu avant quand même de lancer le projet, mais de suivre le CTR global dans le temps, donc le CTR SEO, SIA à part, mais le global aussi, pour voir si on a un impact positif justement sur l'évolution de ce CTR-là. Et puis le ROI global, parce qu'on parlait de budget, alors ce n'est pas les mêmes budgets, le budget SEO et le budget SIA, on n'est pas sur les mêmes proportions, mais c'est bien aussi, je pense, de regarder ce ROI global dans le temps depuis la mise en place du projet. Et donc les défis organisationnels, pour ceux qui travaillent avec moi, il y en a quelques-uns dans la salle, ils savent que j'adore désiloter, j'aime bien que les gens se parlent, qu'ils échangent, qu'ils comprennent qu'ils ont tous le même objectif dans une boîte et que ce n'est pas les uns contre les autres. Et surtout sur ce sujet-là de search marketing, je le disais au début, on se partage en fait la page de résultats. Donc en fait, on a le même objectif, c'est améliorer la visibilité de notre marque, de nos produits sur Google ou MSN ou je ne sais quoi, ou Bing d'ailleurs, c'est plus MSN, pardon. Et donc, c'est déjà avoir cette vision-là globale on cherche à améliorer notre visibilité. Donc, s'il y a quelqu'un qui s'occupe du SEO et du SIA en même temps, ce qui est de moins en moins vrai, je pense, dans les organisations, c'est cette personne qui va porter le projet et sponsorisé par le responsable e-commerce ou le responsable acquisition. Et si ce n'est pas ce type d'organisation, si on a un responsable acquisition qui a dans ses équipes des gens qui s'occupent du SIA, de l'affiliation, du SEO, c'est cette personne du coup qui va porter le projet en associant bien sûr les responsables des deux leviers. Et je pense qu'il faut toujours qu'il y ait un sponsor sur le N+1 en fait, du porteur du projet pour pouvoir diffuser la bonne parole, parce qu'on sait que le SEO, même le SIA, on va faire appel quand même aux copywriters, à tous les producteurs de contenu, ceux qui écrivent les annonces, ceux qui écrivent les contenus, etc. Donc pour les embarquer, je pense que c'est bien qu'il y ait quand même un sponsor au projet. Et ça paraît un petit projet, mais c'est vraiment un gros projet qui va embarquer beaucoup de gens. Donc la data, on en a beaucoup parlé, la production de contenu, les développeurs, etc. Voilà. Moi, j'ai envie d'enchérir sur un modèle que je connais un peu plus, du coup, côté annonceur-agence. Moi, j'ai travaillé dans quelques agences et la synergie SEO-SIA, c'est souvent dit, on en fait. Alors que, et dans des cas où un annonceur était dans une agence et avait à la fois l'expertise SEO et SIA, et globalement, en fait, le sujet était amené dans des cas où la stratégie SEO était plutôt mature, ce qui fait qu'en fait, on peut consacrer du temps à cette synergie SEO et SIA. Dans le cas où c'est un annonceur avec un SIA, une agence SIA d'un côté, une agence SEO de l'autre, ça va être assez compliqué si le porteur du projet, ce n'est que le SEO ou que le SIA. Il faut absolument que ça soit du côté, de mon point de vue, je ne sais pas ce que tu en penses. On est d'accord. C'est du point de vue annonceur d'aller porter ce projet. Parce qu'en fait, ça va être compliqué, rien que la relation entre prestataire, annonceur, etc., d'aller dire à l'agence SIA, est-ce que tu peux me donner les search queries du mois dernier, s'il te plaît, etc. Et du coup, pour moi, c'est à l'annonceur de dire, j'aimerais mettre ça en place et aller incorporer ça dans une strat à l'année. Oui, à l'année. Pour pouvoir. Non, mais il faut vraiment prendre ça en compte que en SEO, c'est un temps qu'on va consacrer au sujet, et pareil en SIA. Donc, à l'annonceur de trancher, de dire je veux qu'on consacre du temps là-dessus. Merci beaucoup. Merci. Merci.